j'ai dit, la femme et l'homme ne sont jamais des égaux. Ils sont complémentaires. Ce que la femme peut faire, l'homme ne peut pas faire. Et ce que l'homme peut faire, la femme ne peut pas faire. Mais les deux, ils peuvent tout. Ils sont complémentaires. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, je vous invite à suivre les paroles de ce sage africain. Vous savez, dans ces derniers temps, Dieu nous a donné vraiment des personnes sages, des personnes intègres, des personnes qui sont prêtes à tout pour que nous changeons définitivement. Je vous invite à suivre le discours du Premier ministre malien, un sage homme africain que Dieu nous a donné. Il n'est pas seulement pour le Mali, mais il est également pour nous tous des Africains, parce que sa sagesse également nous aide dans nos pays en tant que jeunes. Il est en train de s'adresser aux émissaires des Nations Unies qui sont en visite au Mali. Je vous invite à suivre minutieusement les amis, parce que dans ça, vous allez vraiment tirer profit. Suivons ensemble les amis. Que chaque génération, dans une relative opacité, doit affronter sa mission, la remplir ou la trahir. Ça vient de France Fanon. Mais j'ai ajouté une autre citation qui vient du Bamana cette fois-ci. La langue de chez nous, qui dit « Le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. » Le mensonge qui parle aura raison de la vérité qui se tait. Quand la vérité n'est pas connue, c'est le mensonge qu'on inculque dans la tête des gens qui deviennent la vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de mensonges. Et les jeunes générations d'intellectuels prennent ces mensonges pour de la réalité. L'exemple le plus frappant, revenir au cas du Mali, c'est la lutte contre le terrorisme. Moi, j'ai fait plusieurs livres sur la lutte contre le terrorisme. Premier livre, sur les rébellions au nord du Mali. Tous les arguments qui sont exposés au niveau international, c'est du mensonge pour une bonne partie. Et j'ai pris les arguments là, un à un, pour démontrer historiquement que ce n'est pas vrai. Le deuxième écrit que j'ai fait, c'est en décembre 2019. Lorsque le président français, dans un langage irrévérencieux, a convoqué les chefs d'État des pays du Sahel à Pau, par exemple des injonctions. On ne peut pas être plus irrévérencieux à l'endroit de quelqu'un. Je n'ai pas dormi. J'ai fait 2 nuits, j'ai écrit un article que j'ai appelé « La faillite de l'État malien ». Les raisons, les acteurs et quelles sont les solutions. Lorsque j'ai écrit cet article-là, il est publié dans la presse. Mais après, je me suis dit qu'un article de presse, on le lit, mais il faut le mettre dans un petit livret de poche. Parce que là-dedans, j'ai démontré avec preuve que tout ce qu'il y a au Mali est voulu par certains. Ce qu'on nous met dans la tête, c'est du mensonge. Et comme la vérité ne parle pas, donc le mensonge devient la vérité. J'ai pris là-dedans toutes les déclarations officielles des responsables politiques français qui planifient la division du Mali, la partition du Mali. Maintenant, pour réaliser ça, on est venu avec des arguments, manque de développement, manque de ceci, manque de ça. C'est archi fou. Ce document existe, c'est un petit livret de poche. Celui qui le lit, tu comprends ce qui se passe au Sahel. Comment est-ce qu'un espace où il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas d'usine,
vous vous retrouvez avec des millions de motos, avec des millions de litres de gasoil, avec des millions d'armes, en train de tuer les populations. Il n'y a pas de port pour amener les armes. Il n'y a pas de puits de pétrole. D'où ça vient? C'est des gens qui donnent, mais c'est de façon invisible, mensongère. Donc on ne voit pas la vérité. Vous savez, avant d'aller plus loin, le Mali a cette spécificité. C'est une grande et vieille nation. Tous les pays d'Afrique occidentale que vous voyez, historiquement, c'est le démembrement d'États qui avaient existé dans le passé. Mais tous ces États, leur épicentre, c'est l'actuel territoire malien. Le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée, le Niger. J'ai été au Niger en visite le 31 décembre 2023. J'ai été à Agadez. Agadez, quand vous écoutez les écrits, on vous dit c'est la ville des Touaregs. C'est ce qu'on dit à tout le monde. Mais le chef traditionnel là-bas, c'est noir. Ça veut dire que ce n'est la ville de personne. C'est comme les régions du Nord. On vous dit c'est les Touaregs, les Arabes, les Sonrais. Ce n'est pas vrai. Ce sont des melting pots. Ça appartient à tous les citoyens du Mali. C'est une fabrication d'en faire des villes de Touaregs ou de Sonrais. Historiquement, c'est faux. Historiquement, Kidal, c'est une ville Songoï. Ce n'est pas une ville Touareg. Historiquement. Je l'ai démontré dans mon livre. Gao, Tombouctou, ce sont des melting pots. Ce ne sont les villes de personne. Mais on a mis dans nos têtes la ville des hommes bleus, la ville Touareg, les villes Sonrai, les villes Peul. Ce n'est pas vrai. Un mensonge. Vous voyez l'histoire des Peuls, les mouvements armés, les groupes d'autodéfense. Il y a même des chefs d'État qui tombent dans ce piège, qui tombent dans le piège de la propagande, qu'il y a un génocide contre les Peuls, mais ce n'est pas vrai. Sauf que les Peuls, c'est une nation guerrière, c'est des gens très fiers. Eux, ils s'étendent du Cameroun au Sénégal. Quand tu touches à un cheveu d'un Peul au Niger, tu touches un Peul au Mali, au Nigeria, au Cameroun. Donc quand vous mettez le feu dans une affaire de Peul, vous mettez le feu dans toute la sous-région. Mais quand on manipule les esprits des jeunes Peuls qui ne comprennent pas, qui rentrent dans ça, dès que quelque chose se passe contre eux, on dit que c'est contre les Peuls. Alors que ce n'est pas vrai. Moi, j'ai entendu un chef d'État africain dire que dans un pays, il y a les génocides contre les Peuls. Parce que lui, les Peuls, il est tombé dans le piège d'un gros mensonge. À Agadez, il y a une mosquée qui a été construite en 1500. Vous savez qui l'a construit? C'est Malien. Aujourd'hui, on dit Mali. Mais c'est Askia Mohamed. En ce moment, c'était le minaret le plus haut dans le monde. Même aujourd'hui, quand vous rentrez dans cette mosquée, on dirait que vous êtes climatisé. Vous ne voyez le soleil à aucun moment. Ça, c'est la grande histoire de l'Afrique. Donc là-bas, un Malien qui va là-bas, tu sais que le Niger et le Mali, là, c'est les mêmes peuples en réalité. Le Sénégal, c'est la même chose. Le Burkina, c'est la même chose. Vous savez, en France, actuellement, il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire. Karl Marx a dit que quand vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes appelé à la répéter. Quand vous voulez être un dirigeant politique, il faut connaître l'histoire. Minimum. En plus d'aimer son pays. En France, les dirigeants actuels ne connaissent pas l'histoire. Ceux qui connaissent l'histoire, ils sont tous partis il y a quelques années. En son temps, vous savez ce qu'ils disaient?
les Pompidou et ceux qui étaient avant eux, rien de grand et de durable ne peut se faire en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, contre le Mali. Si le Mali est contre. Il savait ce qu'il faisait. Et il savait la valeur de la dignité pour les Maliens. La dignité et le respect de l'homme. En 1974, il y a un chef d'État malien qui devait aller en visite officielle à Paris. On a dit qu'il faut rentrer en veste-cravate. Sinon, vous ne rentrez pas à l'Élysée. Mais il a annulé la visite d'État. C'est finalement le président sénégalais, paix à son âme Senghor, qui a dit à Pompidou, il faut faire attention. Les Soudanais sont très fiers. Laissez-le rentrer à l'Élysée avec son grand boubou. Sinon, la visite n'aura pas lieu. Et Moussa Traoré est rentré avec son grand boubou, il l'appelle la robe. En Angleterre, à l'indépendance, quand la reine devait recevoir les lettres de créance des ambassadeurs, tout le monde s'est mis en nœud papillon. L'ambassadeur du Mali allait en tenue traditionnelle malienne. Le protocole l'a renvoyé. Il est retourné dans son hôtel. Quand la reine est venue, elle dit qu'elle ne voit pas l'ambassadeur du Mali. On lui a dit qu'il est retourné dans son hôtel. Elle dit pourquoi? Il n'était pas correctement habillé. Mais elle a rabroué le protocole. Elle a dit à l'ambassadeur d'aller le rappeler. Il est venu dans ses tenues. La reine, pour calmer les jeux, lui a demandé qu'est-ce qu'ils veulent pour effacer cet affront. Il a dit qu'on vient de créer une compagnie nationale, nous avons besoin d'avions. Les premiers avions de Air Mali, c'est des Caravelles, c'est des avions anglais. C'est des gens qui connaissent l'histoire. Mais quand vous avez des présidents et des dirigeants avec la culture Wikipédia, c'est-à-dire ceux qui voient sur Internet, ils sortent dans les médias, ils menacent, on vous envoie des armées. Ça ne peut pas marcher au Mali. Et les présidents français qui comprennent ça, ils sont plus de ce monde. Au Mali, il y a des choses qu'on n'accepte jamais. Quand j'ai lu mon fameux discours aux Nations Unies, le 25 septembre 2001, j'ai passé par Paris pour saluer les Maliens. J'ai reçu là-bas l'adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il a dit tout ce qu'il a à dire. Je lui ai dit, vous savez, je vais vous expliquer, les dirigeants français. Il ne faut pas vous tromper d'époque. Le colonialisme est terminé. Vous avez encore l'esprit colonial. C'est terminé. Ne vous trompez pas de peuple. Il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois, en 1 an. Pour coloniser par les armes l'actuel territoire malien, entre 1878 et 1916, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre pour occuper le territoire malien. Pendant les 70 ans de colonisation, il n'y a jamais eu un an où il n'y a pas eu une révolte. Quand ce n'est pas les Dogons, c'est les Bobos, c'est les Soreilles, c'est les Mianka. C'est un peuple qui est réfractaire à la sujétion. Donc il faut nous respecter. La deuxième chose, la troisième, ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, ce n'est pas les présidents démocratiquement élus, entre guillemets, là, auxquels vous êtes habitués, que vous avez installés à la tête de nos États, qui sont plus préoccupés par leur image en Occident, dans les médias. On a vu ici des présidents où on a fermé, on a fait une année blanche pour une histoire de 300 millions de francs CFA. La même année, on a investi 800 millions dans les médias en Occident pour faire la publicité pour le régime. C'est à ça que les gens étaient habitués. Ces mensonges-là, on ne peut pas les faire passer au Mali. Et parce que je l'ai dit, Assimi Goïta, il n'a pas besoin de visa pour aller à Paris. Il n'a pas de compte aux États-Unis. Si vous interdisez les visas, vous fermez les comptes, vous n'avez rien réglé. Lui, il quitte Kati, il vient à Koulouba. Donc, je l'ai dit, monsieur, il s'appelait un certain Bigot, allez-y réviser vos leçons d'histoire politique. Changez le logiciel de vos dirigeants. Vous avez un esprit colonial.
qui ne marchera pas au Mali. Sinon, nous, la plus grande communauté économiquement, après la Côte d'Ivoire, et c'est les Maliens en France. En dehors des Algériens et des Marocains, bon, ils se tiraient entre eux, je ne sais pas qui est le premier, mais la communauté la plus importante d'expatriés en France, ce sont les Maliens. Leur poids dans notre économie, c'est plus que l'aide internationale. Est-ce qu'un responsable politique digne de ce nom, qui réfléchit aux intérêts de son pays, va se mettre contre ceci-là? Or, ils ont des nationalités françaises et maliennes, ils travaillent en France. Mais demandez leur avis. Pourquoi vous n'écoutez personne, vous arrêtez des choses dans des casiers, dans des bureaux des conseillers qui n'ont jamais dépassé la Méditerranée? Ils écrivent des choses et vous voulez nous les appliquer. Je leur ai dit que ça ne marchera pas. Et j'ai reçu les ambassadeurs ici. Je leur ai dit une chose. Celui qui veut traiter avec le Mali, vous le faites directement. On ne peut pas sous-traiter nos problèmes à travers un pays, fût-il un pays européen. Moi, je vous parle franchement parce que tous ces discours-là ont été tenus ici à un moment ou l'autre. Seulement, on ne nous écoute pas. C'est pour cela que nous avons mis dans notre nouvelle constitution des principes édictés par notre président. Tout pays qui veut coopérer avec le Mali doit respecter 3 principes. L'article 32 de la Constitution du Mali. Il faut respecter la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Il faut laisser au Mali la liberté de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques. Troisièmement, pour toute action politique, diplomatique, quelconque, économique, il faut se poser la question, est-ce que les intérêts du Mali sont préservés? C'est les 3 principes. Constitutionnalisés aujourd'hui. Avant, on en parlait comme ça, mais maintenant, c'est dans notre constitution. Souveraineté, libre choix des partenaires stratégiques, défense obstinée des intérêts du Mali. Celui qui suit ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vient nous mettre un sac sur la tête, on nous met des lunettes en bois, pour nous montrer des images qui ne correspondent pas à l'évolution historique du monde, on ne peut pas l'accepter. Vous savez ici, quand l'opération Serval a intervenu en 2013, la lettre que les Français ont fait écrire à notre président, parce qu'on a cherché dans les archives du Mali, on n'a pas eu une lettre écrite par le président. Il a fallu qu'on aille sur le site internet des institutions françaises pour trouver. Dans cette lettre, c'est écrit quoi? Le Mali demande à la France une aide en appui aérien et en renseignement. Il n'était pas prévu des militaires français au sol du Mali. C'est ça qui a été écrit en 2013, mais quand les forces françaises ont intervenu, Gao, Tombouctou, ok. Arrivé à Kidal, c'est la France qui a dit au Mali, vous ne rentrez pas à Kidal. Or, c'est notre territoire. En ce moment, vous savez ce qu'ils ont appliqué? Une convention qui date du 17 septembre 1907. On l'appelle la Convention de Bourem, au moment de la colonisation. C'est écrit. L'Adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. L'Adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira aux Français d'y installer. Donc, arrivé à la porte de Kidal, l'armée, le gouvernement français a interdit à l'armée malienne de prendre toute la ville. On a donné la ville à qui? Ansardine, c'est une organisation que les Américains ont traitée d'organisation terroriste. On a pris les 2 adjoints de cette organisation. On les a mutés en une organisation qui s'appelle le MIA, Mouvement Islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique ne porte pas bien,
On a dit Haut Conseil islamique de l'Azawad, dirigé par qui on sait. Un adjoint de Ansardine. Ceux qui ont déclenché la rébellion, ou disons qu'on a poussé à déclencher, parce que la rébellion a été déclenchée de l'extérieur. Le MNLA, le mouvement libération de national de libération de l'Azawad. Mais ils ont été chassés du Mali par les Maliens et les mouvements islamistes. Ils étaient réfugiés à Ouagadougou et en Mauritanie. On les a ramenés dans les fourgons de Serval, l'opération Serval. MNLA et HCA associés, on a créé la SEMA. Et on nous a engagés dans des discussions bidons pour avoir un accord dont la signature a eu ici le 15 mai 2015. Vous savez, à la signature de l'accord, le représentant adjoint des Nations Unies, Hervé Latsou, c'est un Français. Vous savez ce qu'il nous a dit? Les gens qui ne comprennent pas l'histoire ne voient pas ce jour-là. La branche la plus forte de la SEMA a refusé d'apposer sa signature. Elle dit qu'elle va signer après. Et Hervé Latsou menace le gouvernement malien. Il a dit, je vous mets en garde. Il ne faut pas que ceux qui n'ont pas signé, que cela soit une raison pour les attaquer après. Ce jour-là, notre président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, mais il a dit la vérité. Il a dit qu'on a une lecture saine des relations internationales. Nous savons ce qui se cache derrière votre discours. C'est le 20 juin, que la SEMA a été signée. Un ajout, un addendum qu'on appelle relevé des conclusions, qui a la même valeur que l'accord. Et c'est là-bas qu'il y a le poison. Parce qu'en l'appliquant, c'est la partition garantie du Mali. C'est ce que j'ai appelé la partition programmée du Mali. Donc tous ceux qui sont venus après, les MINUSMA, Serval, Barkhane, Takuba, G5, tout ceci obéissait à une logique. C'est lui qui a interdit au Mali de rentrer à Kidal. Et vous savez, ce qu'on appelait la SEMA, c'était un État dans l'État. Chaque année, le 6 avril, il organise la fête de l'indépendance de l'Azawad. À cela, des diplomates sont invités, des militaires de la MINUSMA sont là, des ambassadeurs vont dans le même pays que le Mali. Mais nous, on regarde ça, ça nous fait rire. Mais la communauté internationale ne sait pas. Dans un même pays, des gens organisent la fête de l'indépendance de l'Azawad, le défilé des armes, des ambassadeurs, des militaires. Les Maliens ont vu de la mort dans l'âme pendant des années. On avait des institutions démocratiquement élues. Parce que les Occidentaux, quand ils veulent vous embrouiller, on met quelqu'un au pouvoir, on dit qu'il est élu démocratiquement. Même s'il a 1% de la population. Et lui, il fait leur travail. Donc, ils cherchent à choisir les chefs des institutions. C'est comme ça que notre président a dit que Macron l'a appelé pour lui dire celui-là et celui-là et celui-là doit être président, premier des ministres, président de l'Assemblée. Est-ce que vous voyez comment il désigne les gens chez nous? Mais lui, il a dit non, cette fois-ci, c'est moi-même qui vais être président. Est-ce que vous imaginez ça, vous, les Africains? Mais c'est ce qu'ils ont fait. Après, ils ont commencé à nous dire coup d'État, coup d'État. Mais ça, c'est quoi ça? Il y a des pays africains où il y a eu les coups d'État. Vous savez, quand il y a eu les coups d'État dans un pays, Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, il convoque les ministres des Affaires, les ministres de la Défense de l'Union européenne en Espagne. Il dit attention, en Afrique, là, nous avons des intérêts. Il faut qu'on cherche à comprendre les Africains. Parce qu'il y a un coup d'État dans un pays qui était bon, entre guillemets. Là-bas, on dit, bon, on va suivre. Mais quand il y a eu le coup d'État au Niger, on dit, on fait Conseil national de défense à Paris. Conseil national de défense à Paris.
il y a eu coup d'État dans un pays africain, on dit on est en train de suivre. Mais nous savons ce qui se cache derrière tout ça. Il y a des contrats que des présidents ont voulu faire, on ne voulait pas, on a organisé leur départ. Celui qui a fait le coup d'État, il est bon. Lorsque celui qui est venu a refusé qu'on désigne le président et le premier ministre de son pays, on dit coup d'État dans coup d'État, des pouvoirs illégitimes. Alors que celui qui est venu par coup d'État aussi, des mois avant, il dit oui, celui-là en 3 mois a pu faire ce que l'autre, le président démocratiquement élu n'a pas pu faire en 7 ans. Président que vous avez soutenu jusqu'à ce qu'il est tombé. Donc on a de la jugeote pour comparer cette histoire de double mesure, d'appréciation à géométrie variable. On ne peut pas l'accepter, on n'en peut plus. Les Africains n'en peuvent plus, en tout cas les Maliens n'en voulons plus. Quand l'opération Barkhane est intervenue, l'opération Serval, disons, Hollande a dit, son ministre des Affaires étrangères l'a dit, et lui l'a répété au Qatar, que l'objectif de l'opération c'est 3. D'abord, détruire le terrorisme. 2. Restaurer l'autorité de l'État du Mali sur tout son territoire. 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. C'est ça le discours. Donc tout le monde a applaudi. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on remarque? Les Français ont 5000 personnes qu'ils ont amenées. Pendant qu'ils ont interdit à l'armée de rentrer à Kidal, ils ont amené 5000 militaires français avec un budget de 1 milliard de francs CFA par jour. Le terrorisme était confiné à l'extrême nord du Mali quand Serval est intervenu en 2013. En 2020, le terrorisme a pris 80% du territoire malien. Vous avez Serval, MINUSMA, Kitikarak, G5 Sahel et Pititi et Patata. Au lieu que le terrorisme soit détruit, de l'extrême nord du Mali, il a pris 80%. Donc ça veut dire que le premier argument c'était faux, c'était du mensonge qu'on a transformé en vérité. On dit ensuite, c'est pour restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Mais ce n'est pas les Français qui ont empêché l'armée malienne de rentrer à Kidal. C'est la France qui a divisé le Mali en 2 et créé une enclave où il n'y avait plus d'autorité. Là-bas, il y a un État dans l'État. Il y a des mines d'or. Des centaines de milliers de personnes quittent le Soudan et le Tchad. Ils les exploitent. Personne ne sait où va l'or. 1 franc, il n'y a aucun développement dans la région du Nord pendant 10 ans. Donc, les discours sur l'autorité de l'État, c'était du mensonge. Troisièmement, appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais les résolutions des Nations Unies, vous allez-y les lire. D'une année à l'autre, ça change comme vous changez votre chemise. Quand elle est sale, vous l'avez, vous changez. Elles sont totalement différentes. Moi, je les connais toutes par cœur pratiquement. Totalement différentes. Et vous savez, quand l'opération Serval est intervenue, quand on a continué à la signature de l'accord, les Maliens ont accepté la MINUSMA parce que dans la conscience collective des Maliens, eux, ils ne savent pas que les Nations Unies ne peuvent faire que les forces d'interposition. Pour eux, les Nations Unies venaient nous aider à écraser les terroristes. Les Maliens sont restés dans cette illusion jusqu'à ce qu'on ait signé l'accord d'Alger en 2015. Dès que ça a été signé, le 20 juin, ils ont mis le radendum, le poison là. Le représentant de la MINUSMA est allé à l'Assemblée pour leur dire qu'eux, ils ne sont pas venus pour se battre. Hein. Donc, on a intimidé, on a mis dans la tête des élus, des décideurs maliens, que les Nations Unies ne sont pas au Mali pour la paix. Elles sont là pour entretenir l'illusion de la paix en attendant 20-30 ans, pour que tous les dirigeants actuels meurent et des nouveaux jeunes qui ne savent que la jouissance
les voyages, les visas, l'argent dans des comptes viennent à la tête des États. Ils seront démocratiquement élus et personne ne peut les toucher. Cette histoire de dire que la CEDEAO va intervenir dans les pays africains. Mais la CEDEAO, c'est une organisation économique au départ. C'est les présidents dits démocratiquement élus là qui ont été maîtres dans les textes qu'il faut prendre des sanctions. Mais quand le coup d'État est intervenu au Mali, en 2020, vous savez, le premier qui a suspendu le Mali, qui a sanctionné le Mali, ce n'est pas la somme des chefs d'État. C'est un commissaire, le commissaire de la CEDEAO, un fonctionnaire de la CEDEAO, décide de sanctionner un État. Il n'y a même pas eu de réunion des chefs d'État encore. Hein. Et quand la réunion des chefs d'État s'est tenue, ils ont pris des mesures qui ne sont dans aucun texte de la CEDEAO. Aux Nations Unies, il y a la loi, il y a la résolution pour les pays sans littoral. Il est interdit par les Nations Unies déjà d'embargo contre des pays sans littoral. Mais ils l'ont fait contre le Mali. Contre le Niger, c'était pire et on a voulu les tuer vivants, enterrer vivants. Même les médicaments des Africains qui sont chez eux se réunissent, ils prennent des décisions pour tuer d'autres Africains. Et nous savons que c'est sur commande. Parce qu'à la veille de chaque sommet de la CEDEAO, il y a un président qui sort en Europe, qui ne connaît pas l'histoire, qui dit « Ah, je vais téléphoner à tel pour prendre des sanctions ». Donc au Mali, on connaît déjà les résolutions par la voix d'un président européen avant les sommets de la CEDEAO. Donc c'est des présidents qui étaient là pour préserver leur poste. Ici, tout ce qu'on l'amène. Les papiers allaient à l'Union africaine, bon, ils ont endossé. C'est allé à l'ONU. Heureusement qu'à l'ONU, ils ont refusé parce que c'est illégal. Ensuite, ils disent que vous voulez faire un état de droit. On attaque les résolutions à la commission judiciaire de l'UEMOA, qui donne raison au Mali. Et les chefs d'État refusent d'appliquer. Mais vous voulez faire un état de droit en violant la loi? Parce que dans les statuts de la BCEAO, nulle part ce n'est autorisé de confisquer, de faire du brigandage contre les ressources d'un pays. Parce que le président français le voulait, et quelques présidents en Afrique, démocratiquement élus, qui prennent des sanctions contre le Mali, embargo contre le Mali. Après, on les voit dans des avions, ils vont en Russie, parler avec Poutine qu'ils cherchent des armes. Ou on réunit nos présidents en Russie. Il y a un président africain qui dit que lui ne va pas se photographier avec le président du Burkina Faso et du Mali, au motif qu'ils sont des putschistes. Et 2 semaines avant, on voit le même président avec un autre président qui a fait un coup d'État. Il est en veste, il est en pipao, il fait des selfies. Mais je dis, c'est lui qui t'a mis en mission là, il ne va jamais te respecter. Donc la réalité, c'est que les chefs d'État africains, les intellectuels africains, il faut que les Européens apprennent à nous respecter. La seule façon de l'Europe de ne pas traîner dans les wagons, de ne pas rester au bord de la route, c'est de changer de logiciel. Le train du changement, il est parti. S'asseoir pour finir le débat là, il n'attend personne. Hein. Tu rentres dans le train, tu fais tes débats, vous échangez. Mais si tu as ça au quai là, que le débat finit, le train va partir. Moi, je suis très heureux qu'il y ait beaucoup d'Africains dans ces organisations-là. Parce qu'il y a des interlocuteurs qui comprennent ce dont on parle. Parce que d'autres ne comprennent pas. Moi, je sais que tout ce que je vais dire là, il y a des spécialistes qui vont l'examiner dans les pays européens. Ils vont s'asseoir pour étudier, regarder ses yeux, regarder ses mains, sa gestuelle, qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il faut qu'on règle son compte. Moi, je suis certain que ça va se faire. Moi, j'ai vu des spécialistes français sur les médias qui disent que le Niger, comme il y a l'embargo, on va monter maintenant des opérations clandestines, c'est plus facile pour les déstabiliser. Moi, j'ai vu des agents des services secrets français en retraite dire ça, ou des gens qui disent qu'il faut attenter à la vie des présidents. J'ai dit au ministre de la Justice ce jour-là de faire un dossier sur ce monsieur-là. Tous les chefs d'État des pays qui veulent attenter officiellement, il le dit, à la vie des présidents africains, on va les poursuivre. C'est comme ce monsieur qui vient faire des trafics de passeports ici, il fait le monsieur. Quand on a lancé un mandat d'arrêt contre lui là, mais on l'a sorti de son gouvernement,
Parce que si jamais, et le ministre de la Justice vient me dire, mais il va refuser de venir. J'ai dit, mais toi, tu es dans la justice, nous on est dans la politique. Si on lance un mandat d'arrêt contre lui, un membre de leur gouvernement qui est poursuivi par un État africain, il ne va jamais rester dans le gouvernement. Mais ils l'ont chassé. Toi, tu es là-bas, tu donnes des leçons, tu fais tes affaires ici. Les Maliens achètent un passeport 2 fois plus parce que ta famille fait des affaires. Donc, au nom de leur État, ils font des affaires personnelles. J'ai dit, le peuple français n'est pas un adversaire du peuple malien. C'est les dirigeants français qui sont en retard par rapport aux conditions historiques d'aujourd'hui. Il faut qu'ils les changent ou bien qu'ils changent leur logiciel. Donc il faut dire aux Nations Unies qu'à la tête du Mali en tout cas et des pays de l'AES, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont le sens de l'histoire. Tout ce qui se fait aujourd'hui, ça s'est fait avant. À la conférence de Berlin en 1885, dans les résolutions, il n'a jamais été dit qu'ils vont coloniser l'Afrique. Dans les résolutions, ils ont dit qu'il y a le fleuve Niger et le fleuve Congo, ils vont aider à régulariser la circulation sur ces fleuves. Ensuite, ils vont appeler la mission civilisatrice de la France et l'Angleterre va amener les 3 C, colonialisme, commerce, christianisme. À Bana, c'est fini. Ils n'ont jamais parlé de guerre coloniale. Mais quand ils sont venus, ils ont fait autre chose. Donc c'est le même système qui continue. Les Nations Unies, on les utilise. L'aménagement, nous avons eu les preuves que des fonctions critiques de l'aménagement sont détenues par des fonctionnaires d'un pays donné qui font la politique de ce pays-là au Mali, sous le couvert de la couverture des Nations Unies. Mais nous, on a déchiré cette couverture-là. Takuba, dans les langues locales, c'est le sabre pour diviser en Soré en Tamashek. C'est une opération farfelue qui a été montée pour concrétiser la division du Mali. Menaka devait devenir le terrain d'expérimentation de toutes les forces spéciales des pays européens. Donc, comment vous pouvez imaginer que sur notre territoire, notre armée ne peut pas aller sur certaines parties? On dit non. C'est la zone d'entraînement nocturne de Takuba. Donc l'armée malienne ne part pas. Ou en 2014, lorsque ce qui s'est passé, vous le savez, c'est tellement ridicule, on a fait perdre à l'armée malienne ce qu'ils appellent la guerre de Kidal. Les militaires qui ont, pour sauver la vie, sont rentrés dans la base de l'aménagement. On les a obligés à déposer les armes. Est-ce que vous savez que quand l'armée malienne a voulu récupérer ses armes, l'officier français qui était là, il leur a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA. On ne peut pas les donner au Mali sans l'autorisation de la SEMA. Un mouvement. Mais nous notons tout ça, on l'inscrit, on lit. Le Mali ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. Dans un pays pauvre, on a sorti des milliards de caisses de l'État pour acheter des hélicoptères, des avions. On n'achète pas des lunettes à vision nocturne. Les hélicoptères, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères. On a 2 vieux hélicoptères de fabrication européenne. Disons des Européens qui les ont. On les repeint et on va au Mali au prix du neuf. Ils marchent 2 mois, ils tombent en panne. Heureusement qu'après la rectification, nous les avons donnés à nos partenaires, on les a réparés. Réparés, ils sont au front aujourd'hui. Les 4 autres hélicoptères, on ne sait pas où est parti l'argent. On sort l'argent pour acheter 6 avions de combat. Nous trouvons 4 avions de transport. Mais ça, c'est quoi ça? Et les gens qui ont fait ça, on dit qu'ils sont démocratiquement élus. Ils se promènent avec des cravates, ils sont dans les villas, dans les voyages. Eux, ils ont des passeports pour aller partout. Il n'y a pas de coupure de visa, il n'y a pas de blocage des comptes. On les connaît au Mali. Vous savez, on a une base qu'on appelle Deliman, au Mali, en 2019. C'est la MINUSMA qui a financé. C'est Barkhane qui a construit.
dans le désert. Et ils ont oublié, s'il vous plaît, de faire un forage pour avoir de l'eau à boire. Donc nos soldats sortent, ils vont dans les hameaux Touareg pour chercher à boire. Les terroristes les scrutent leur chemin. Et un jour, ils tombent sur eux, ils les massacrent tous. Ils prennent le camion, ils mettent des bonbons d'explosifs là-dedans. Ils partent rentrer dans le camp. On fait exploser, les soldats meurent. Ceux qui ne meurent pas font 7 heures de temps en train de prier l'Amunissement et Barkhane de les aider. Ils ont refusé. Pas les hélicoptères sont là, les avions sont là. Pendant ce temps, le peuple malien a sorti des milliards de ses caisses pour acheter des hélicoptères aidés. Tous les soldats sont morts. Nous, on les met dans les fosses communes parce qu'il n'y a même pas d'avion pour les transporter. On pleure, le président est démocratiquement élu, le gouvernement c'est un gouvernement démocratique et le terrorisme s'étend. Au début, le terrorisme était au nord du Mali, ça s'est étendu au Burkina, ça s'est étendu au Niger. Dans ces pays-là, il n'y avait pas de terrorisme avant. Mais les gens croient que nous, on ne réfléchit pas. Donc, on vend le mensonge qui parle et la vérité se tait. Et c'est ce mensonge qui s'est imposé au Sahel. On prend des présidents démocratiquement élus parce qu'en Afrique, les gens sont préoccupés par durer au pouvoir. Ce n'est pas résoudre les problèmes. Hein. J'ai dit aux gens qui disent tu fais la politique parce qu'ils pensent que la politique c'est truander. J'ai dit aux gens la politique c'est un art. Ce n'est pas de la science exacte. C'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. C'est ça la politique. Quand tu sors de ça là, tu fais autre, c'est de l'escroquerie, c'est de l'affairisme, c'est du banditisme politique. C'est ce qu'ils ont voulu implémenter en Afrique. La politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Le peuple malien, les peuples de l'AES ont besoin de paix, ont besoin de développement. Il faut rendre cela possible. Une fois que c'est possible, il faut rendre ça possible et le réaliser. C'est ça la politique. C'est à cela que les gouvernements sont dédiés aujourd'hui. Tout le reste là, c'est du blabla. Tous les peuples sont amis. Nous ne sommes pas des adversaires des peuples français, des peuples européens. Tous les pays cherchent à défendre leurs intérêts, point à la ligne. Vous voyez actuellement, sommet Afrique-Russie, Afrique-France, Afrique-Chine, Afrique-Corée du Sud, Afrique-Japon. Mais tous ces pays-là, c'est leurs intérêts. L'Afrique est devenue la belle femme, tout le monde veut être son fiancé, mais tu ne veux jamais la marier. Vous voulez juste au détour d'un sommet dire que vous allez investir 20 milliards pour le développement et ainsi de suite. Mais ça ne peut pas continuer. Bon, on me dit d'arrêter de parler. En tout cas, mes interlocuteurs y suivent parce qu'ils apprennent beaucoup de choses, je suis sûr. Vous ne savez pas ce qui se passe. Bon, c'est ce qui nous a révoltés. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Et j'ai dit aux uns et aux autres, tous les hommes politiques, tous les présidents, tous les États qui vont chercher à mettre le bâton dans les roues du Mali, là, Dieu va les punir. Ou bien ils vont tomber perdre le pouvoir, ou bien quelque chose d'autre va leur arriver. Mais personne ne va conserver le pouvoir sur le dos des malheurs des Maliens. Moi, je vous ai dit qu'au début, le terrorisme, c'était au nord du Mali. Il n'était pas au Burkina Faso. Mais il y avait un président là-bas qui faisait les négociations en se disant que les malheurs, c'est au Mali seulement. Au Niger, il n'y en avait pas. Après, on a vu un président qui dit les Africains, là, il faut faire attention. Hein. Les terroristes, là, sont aguerris. Ils sont plus forts que vous. Mais ça, c'est pour nous travailler le cerveau. Cultiver le sens d'infériorité chez nous. Ça, c'est les présidents démocratiquement élus. Donc nous là, j'ai dit à M. Bigot, l'adjoint de Jean-Yves Le Drian, en septembre 2021,
Nous sommes allés vers la Russie parce qu'on nous a laissés en plein vol. Plein vol, c'est un terme, c'est un euphémisme. On nous a trahis. Plein vol, c'est comme si vous êtes dans un avion, vous arrivez quelque part, on ouvre la fenêtre, on vous dit de sortir. Nous, on a un accord de défense avec la France. On n'apprend pas les médias que le président français décide qu'il met fin à cet accord. Mais ça, c'est un abandon en plein vol. On ne peut pas payer d'hélicoptères. On ne peut pas payer des simples lunettes à vision nocturne. On achète un avion de transport avec les Espagnols. Parce qu'il y a des pièces américaines là-dedans, on bloque. Nos soldats, on les met dans des fosses communes. On ne peut pas les enterrer dignement. On ne peut rien. Les Russes disent, nous, on ne se mêle pas de vos affaires intérieures. On va vous aider à assurer votre sécurité. Nous, on veut notre part. Des gagnants-gagnants. Aujourd'hui, notre armée n'a pas besoin de quelqu'un pour survoler notre territoire. Avant, c'était impossible. On n'avait même pas un hélicoptère. Aujourd'hui, nous n'avons besoin de personne pour aller là où il faut. Quand on a dit à l'administration de quitter, on s'est entendu pour partir. Mais on s'est rendu compte qu'avant le départ de l'administration, tous les blindés, on les a transmis aux terroristes. Heureusement, nous avons des drones pour tout contrôler. Nous les avons tous détruits. Proprement. On se donne rendez-vous à 10 h, on vient, on nous dit que l'administration est partie à 6 h. On dit, mais pourquoi? Il dit qu'ils sont en insécurité. Vous êtes venus pour sécuriser les Maliens, et puis vous vous fiez parce que vous êtes en insécurité. Mais en réalité, c'est pour nous tromper. Les mensonges, c'est tout ce qu'on délivre aux Africains. Il faut qu'on arrête. En tout cas, au Mali, dans l'AES, ça ne passera pas. Nous allons équiper nos pays et ces milliers de motos, ces millions de litres de carburant dans le désert, qui les amène? La Libye, les gens disent qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas fait d'erreur. Hein. Ils ont fait exprès. Parce qu'ils ont leur objectif stratégique. La première fois, on est venu opposer les Africains pour se tuer, on les a occupés militairement. Cette fois-ci, on cherche des présidents démocratiquement élus. Sous le couvert de la démocratie, on va venir repartager l'Afrique. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une autre explication. Tout le reste là, c'est du pipeau. C'est des lunettes en bois qu'on est venu mettre sur nos yeux avec un sac en plus, avec la multiplication des forces, MINUSMA, G5 Sahel, Takuba, on nous tourne pour qu'on s'embrouille. On a déchiré cette toile-là où ils sont tous partis. Et nous avons décidé de prendre notre destin en main. Le Burkina a décidé la même chose. Le Niger. Nous avons un destin lié. Aujourd'hui, il faut dire à nos partenaires, je n'allais pas dire nos amis européens, aux Nations Unies, il faut qu'ils changent de logiciel. Nous avons dit que nous réquisons désormais que la France soit le porte-plume pour le Mali. Parce que ceux qui écrivent tout, on ne veut plus de ça encore. Même si on va écrire dans une langue qui n'existe même pas encore, nous ne voulons plus de ça. Donc, les deux citations qu'il y a dans ça, là, nous avons un problème de génération au Mali. Que la génération Assimi Goïta est en train de régler. C'est des jeunes de 50 ans et moins. C'est les descendants de Soni Alibert, d'Askia Mohamed, de Firoun, de Sundiata Keita. Dieu a fait que la société a sécrété ces hommes-là pour restituer au Mali et aux Africains leur dignité. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Pour le reste là, tous les discours que vous entendez là, c'est pour nous embrouiller. Nous sommes un peu pacifiques et puis nous savons qu'un pays ne peut pas être en guerre avec tout le monde. Sinon vous ne pouvez pas gagner. Nous savons ce qui se prépare contre l'AES pour l'étouffer. Pour empêcher de réussir, j'ai fait des statistiques récemment, j'ai vu un pays qui a présenté aux bourses des valeurs d'un pays occidental, les bourses des valeurs de l'or. J'ai regardé les statistiques. J'ai regardé l'or qui a été importé du Mali et sa valeur en dollars. Je suis venu, j'ai dit au Mali, les techniciens, donnez-moi la quantité d'or qui a été exportée dans telle année, dans tel pays.
Quand ils m'ont donné, j'ai comparé les chiffres. Est-ce que vous savez le scandale? C'est le budget de l'État malien. C'est ce qui a été exporté frauduleusement. L'or que ce pays a présenté, c'est le budget de l'État malien. On nous dit qu'on est un pays pauvre. Imaginez-vous, quand quelqu'un comprend tout ça, là, tu ne peux pas accepter ce qui se passe. Les mines d'or à Gao, à Kidal, je vous dis, des milliers de Soudanais et de Tchadiens les exploitent depuis 2013. Où va l'or? Pas au Mali. Aucune route, aucun puits. C'est des narcotrafiquants. Et la technique, tout ce qui compte au nord, des commerçants, des assassinats ciblés, pour qu'il reste seulement les gens qui ne comprennent pas. Et dans 10-15 ans, avoir des dirigeants démocratiquement élus pour les dominer. Nous ne voulons plus de cela. Travaillons en tant que partenaires, commerçons normalement. Ce qui se fait avec les autres continents, on fait la même chose. Les Africains sont fatigués. Nous sommes fatigués de ces concepts présents démocratiquement élus et répandre, je ne sais pas, certaines valeurs de leur société chez nous, nous les imposer. On n'est plus d'accord. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Pour le reste, là, moi je suis sûr que votre mission, si elle se fait normalement, et je crois qu'elle va se faire, il faut expliquer au plus haut niveau qu'il n'y a pas de problème à l'AES. Les peuples veulent qu'on les respecte. Et ce qu'on a décidé là, qu'on ne fasse pas de subterfuge pour nous obliger à revenir en arrière. Qu'on négocie avec nous normalement et on pourra aller. Bon, j'ai fini. Je crois qu'ils sont en train de me harceler là pour dire que ça suffit. Je vais terminer. Et vraiment, je voudrais vous souhaiter beaucoup de chance, Monsieur le Président. Beaucoup de courage. Parce qu'en réalité, le travail que vous faites est difficile. Avant, on n'aurait pas vu des Africains. Les gens ont compris que maintenant, il faut mettre des Africains. Il faut les avoir avec soi, comme ça, ils vont parler à leurs frères, il vaut mieux les comprendre. Il faut leur dire qu'ils ne vont pas vous utiliser. Et que vos frères, là, vous comprenez avec eux. Nous allons ensemble défendre les intérêts des Africains. Pour que dans 50 ans, on soit comme tous les peuples. Qu'on nous respecte, c'est tout. Merci, Monsieur le Président.